En fin de matinée, pour la conclusion, vous pourrez aussi poser des questions directement à nos intervenants. Et le premier d'entre eux, eh bien, on a la chance de l'avoir avec nous, c'est Boris Pressec, botaniste au muséum, on peut l'applaudir, hein, Muséum national d'histoire naturelle de Toulouse. Réensauvager la ville, c'est la thématique, on le connaît parce que voilà, il a sensibilisé les Toulousains aux plantes sauvages. Je crois déjà, Boris, qu'on peut dire, il n'y a pas de mauvaises herbes, finalement. Ce sera un petit peu votre thématique, je crois. Oui, merci Mathieu. Et merci à cette introduction. Alors déjà, je pourrais parler juste en réagissant sur tout ce qui vient d'être dit. Il y a beaucoup de choses qui viennent d'être dites qui sont très très chouettes et qui vont un petit peu dans le sens de, je pense, des discours qu'on va avoir, Stéphane et moi-même, sur les plantes et sur la végétation. Alors, bon, donc moi je m'appelle Boris Pressec, je travaille au Muséum d'Histoire naturelle de Toulouse. On n'est pas Muséum national, le Muséum national est à Paris, mais voilà, souvent on est un petit peu confondu. Donc le Muséum d'Histoire naturelle de Toulouse appartient à la métropole toulousaine. Donc je suis un agent de Toulouse Métropole et je travaille en collaboration bien sûr. Alors c'est une grosse ville, hein, Toulouse, avec 37 communes qui est attenante. Et donc en tant que botaniste, principalement dans un muséum, notre rôle c'est de nous occuper des collections. Vous connaissez les musées, hein, donc des collections mortes. Donc pour ma part des herbiers, des fruits, des graines, etc. Et puis à la métropole, on a un gros travail qui concerne l'écologie urbaine, la connaissance de cette écologie. Alors, par écologie urbaine, j'entends toutes les espèces de faune et de flore qui vivent dans la ville, donc qui vivent dans notre voisinage, avec nos activités, qui sont sauvages, hein, qui se baladent. Alors ça peut être effectivement des choses qu'on juge souvent indésirables, hein, comme des rongeurs, comme des insectes qui peuvent venir dans nos intérieurs. Et puis c'est aussi d'autres choses dont je vais vous parler là. Et cette nature sauvage qui est présente en ville, le rôle du muséum, ça va être de bien la connaître. Ça va être aussi d'avoir une très grosse action de pédagogie. L'action pédagogique autour de cette nature sauvage, elle est essentiellement tournée vers l'acceptation de cette nature, parce que quand on creuse un petit peu, on se rend compte que cette nature sauvage, en fait, elle est juste méconnue, elle est mal aimée parce qu'elle est méconnue, et qu'elle a beaucoup à nous apporter, que ce soit dans le fait de la côtoyer parce qu'elle est là et puis de toute façon elle ne va pas aller ailleurs, hein, et puis que ce soit aussi dans le fait de l'utiliser à notre bénéfice, soit en prélevant des choses par exemple, soit en la favorisant pour, effectivement, là on a beaucoup parlé d'eau, hein, cette nature elle va participer donc à de l'évaporation d'eau, au rafraîchissement des températures, mais aussi à l'écoulement et à la percolation des eaux en profondeur, etc., etc. On va en parler un petit peu. Tout à l'heure, quand donc Jean-François parlait des arbres, par exemple, les arbres, ils ont bien d'autres effets que ceux de transpirer de l'eau et faire de l'ombrage, hein. Par exemple, ils vont fixer aussi les poussières atmosphériques, hein, toutes les poussières atmosphériques. Et les poussières atmosphériques en ville, elles sont très très nombreuses. Les arbres vont aussi étouffer les bruits. Les nuisances sonores en ville, elles sont phénoménales, surtout avec des bâtiments qui répercutent les sons. Ben, les arbres étouffent ces bruits. Ils vont aussi atténuer les tempêtes de vent. Vont mieux diffuser le vent, et notamment dans les régions qui sont soumises au vent d'autant, qui sont des vents qui sont souvent violents, hein. À Toulouse, on dit que c'est 1 jour sur 9 qui est avec un vent d'autant. Ça a créé beaucoup, et ça crée encore beaucoup de problèmes, hein, et du coup, cette végétation urbaine, ces arbres urbains, elle participe à tout ça. Et tout à l'heure aussi, alors pareil, pour réagir à chaud, hein, à ce qu'a dit Jean-François sur les bâtiments qui se rétractent, les sols qui se rétractent et puis les maisons qui bougent, les arbres, on focalise un peu trop sur les arbres en oubliant qu'il y a aussi des arbustes, il y a aussi des buissons, et que dans les nuisances qui peuvent être prêtées aux arbres, notamment près des bâtis ou notamment sur des questions de sécurité, on peut utiliser toute une gamme de végétaux qui remplissent les mêmes fonctions et qui ont l'avantage de présenter moins de nuisances à ce niveau-là. Donc du coup, alors moi j'ai intitulé, ce que je vais dire c'est un petit peu débridé, un petit peu décousu. Je vais présenter une série de diapositives et réagir dessus. Donc j'ai appelé cette conférence Réensauvager la ville par rapport à renaturer la ville, parce que je suis beaucoup plus sur l'observation de la nature sauvage, comment cette nature sauvage se réimplante notamment dans des endroits qui ont été, comme ici, vous voyez une friche immobilière, hein, donc un bâtiment qui a été, une façade qui a été enlevée avec un petit jardin, et puis on voit très bien comment une nature sauvage se réimplante.
et qui illustre d'autres propos d'ailleurs. Quand on parle de nature sauvage, souvent on parle de nature, on en parlait avec Stéphane, on parle de nature sale ou nuisible, et puis en fait on se rend compte que quand on observe ce genre de choses, ce qui est vraiment sale ou nuisible, ce n'est pas la nature elle-même, ce n'est pas les végétaux. Ce qui saute aux yeux, c'est tous les déchets que nous on va y balancer parce qu'on estime que c'est un endroit qui sert de dépotoir. Et donc ces déchets, qui sont d'origine anthropique, rendent ce lieu qui est en fait magnifique, avec une croissance végétale qui est superbe, rendent ce lieu complètement inhospitalier. Alors, du coup, il faut que j'appuie sur quoi pour les passer? Celle de droite. Voilà. Alors, c'est pareil tout à l'heure, par rapport à l'urbanisation, à l'artificialisation des sols. Alors, effectivement, Madame la maire, on est bien au courant de tout ce qu'il faut faire. Et puis, au final, personne ne fait réellement ce qu'il faudrait faire. Et on continue à urbaniser, à artificialiser des sols de manière un petit peu incontrôlée. Alors là, je vous présente juste deux photos, deux exemples, donc de zones qui étaient des friches qui sont urbanisées et qui, donc très récemment, et qui, dans cette urbanisation très récente, on voit qu'il y a une surminéralisation du lieu et au contraire une représentation extrêmement faible du végétal. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait actuellement. C'est un bâti qui a été fait il y a 2 ans, donc avec toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui, des îlots de fraîcheur qu'il faut respecter, de la biodiversité, du cadre de vie, etc. Et vous voyez que les arbres qui ont été plantés, ils sont réduits à une portion, mais vraiment hyper congrue. D'ailleurs, ils sont morts cette année, ces arbres. Ils sont réduits à une portion hyper congrue de ce que devrait être un cadre de vie agréable pour les habitants. Il y a une trentaine d'années, il y a un célèbre groupe de rap qui chantait « Toujours plus de bitume, encore moins d'espace ». Et on voit très bien, on comprend très bien cette phrase quand on réalise qu'en fait le bitume, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas de l'espace de vie. Mais aujourd'hui, ça devient de l'espace de non-vie, donc c'est quelque chose qu'on fuit. Et donc dans les projets immobiliers, comme ici par exemple, on se rend compte que la minéralisation, quel que soit le discours qu'on tient, au final engendre une perte de cet espace de vie. Et ici, par exemple, quelque chose aussi qui est très à la mode, c'est de fixer du mobilier urbain en place, en plein soleil, en pleine chaleur, sur des espaces qui cet été à Toulouse, donc cet été à Toulouse, sur des espaces comme ici, on a eu 45 degrés à l'ombre pendant 3 jours. Donc alors en plein soleil, bien sûr, personne ne vient se mettre dessus. Alors les problématiques du réchauffement climatique, elles sont bien sûr exacerbées par les villes, parce que le réchauffement urbain, qui n'est pas forcément un lien direct avec le réchauffement climatique, c'est aussi quelque chose à bien comprendre, c'est que ce réchauffement urbain, il est principalement dû à la minéralisation de l'espace. Il n'est pas dû à une ambiance climatique qui se réchauffe globalement, il est dû au fait qu'en un siècle, nos villes se sont beaucoup plus minéralisées. Et là où sur Toulouse, il y a un siècle, il y avait encore des champs, il y avait encore des rues qui étaient en terre ou qui étaient en pavé, donc avec beaucoup d'enherbement, beaucoup de friches. Aujourd'hui, on n'a plus que du bitume, du métal, du verre, donc tous matériaux qui sont extrêmement calorifiques et qui renvoient beaucoup de chaleur. Donc du coup, ce réchauffement urbain, il est du fait de l'utilisation des matériaux. Et dans ce réchauffement urbain, on constate, au Muséum de Toulouse, ça fait maintenant plus d'une vingtaine d'années qu'on fait l'observation de la nature en ville. On constate quoi aujourd'hui? C'est que en haut à gauche, vous avez un laurier rose. C'est que de plus en plus des espèces méditerranéennes, qui étaient des espèces d'ornement, se ressèment sur les trottoirs, c'est quelque chose qu'on n'observait pas il y a une vingtaine d'années. Donc on a par exemple de l'olivier, du chêne vert, du laurier rose. On a un renouvellement de la végétation sauvage, de la nature sauvage. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir par exemple de l'érable, du chêne pubescent, etc., qui se ressèment, on va avoir ces espèces méditerranéennes. En bas à gauche, on se rend compte que toutes les plantations qui ont été faites dans les années 80, 90, début 2000, sont des plantations qui sont dépérissantes du fait de ce réchauffement urbain. En bas à gauche, c'est une allée de séquoia. Ce sont des arbres qui demandent une grande humidité atmosphérique notamment, et cette humidité atmosphérique, en été, pendant plus de 4 mois, elle n'y est plus du tout. Et donc ces arbres dépérissent, ces alignements dépérissent. En haut à droite, vous avez des projets urbains qui n'intègrent pas de la végétation, et comme ils n'intègrent pas de la végétation dès le départ, il faut compenser par la suite. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met des arbres dans des bacs pour
végétaliser un lieu, et on se rend compte qu'en fait, même ces arbres dans ces bacs, même avec toute la bonne volonté du monde de pouvoir les arroser, de vouloir les arroser, ils finissent aussi par dépérir, et que donc le résultat, c'est qu'il aurait mieux valu que ces projets urbains soient conçus dès le départ en intégrant une large gamme de végétaux et une bonne surface de végétation, plutôt que de rattraper les choses par la suite avec ce type d'aménagement, qui est très coûteux pour les municipalités et très coûteux en termes de temps d'entretien. Je pense que Stéphane il pourra en parler, hein. L'arrosage de ces arbres en été, hein, ça monopolise plusieurs personnes, plusieurs véhicules, et une grande difficulté dans une ville comme Toulouse, où il y a beaucoup de bouchons, par exemple, pour pouvoir avoir dégagé du temps pour aller arroser ces arbres. L'autre phénomène qui est très nouveau dans les grandes villes, c'est ces températures extrêmes. Plus que le réchauffement urbain, qui en lui-même n'est pas finalement dangereux pour la nature sauvage, hein, pour la végétation, puisque la végétation s'adapte, hein, peut s'adapter. Ce qui est tragique pour la végétation urbaine, ce sont les températures extrêmes. On a eu 3 jours à 45 degrés à Toulouse et des végétaux, comme ici en bas, qui ont grillé. Voilà, donc si ça se renouvelle, hein, 3 jours c'est déjà pas mal. Si on a une semaine à 45 degrés, on va avoir une mortalité de toutes nos plantations parce que les plantes ne sont pas capables, les plantes qui sont actuellement, on n'est pas dans un régime où on a des cactus, etc. Les plantes ne sont pas capables de survivre à des températures cumulées de 45 degrés. Hein, elles meurent d'embolie en quelque sorte. Voilà, alors quand je vous disais que le muséum fait beaucoup de pédagogie, nous faisons de la pédagogie parce qu'on constate qu'il y a une très très large méconnaissance de la nature et du fonctionnement de la nature, et en particulier de la fonctionnement de la végétation, qui est quand même à la base du vivant, hein. La végétation est à la base du vivant. Et c'est hyper paradoxal parce qu'il n'y a jamais eu autant de littérature, d'émissions consacrées à la nature, et en fait, notamment à la végétation, hein, si vous regardez les bouquins qu'il y a sur les forêts, par exemple, dans les librairies, c'est assez énorme. Et pourtant, on n'a jamais autant méconnu le fonctionnement de la végétation. Hein, on a coutume, dans les collèges ou les lycées où on intervient, de commencer par demander aux enfants, est-ce que vous connaissez 10 espèces d'arbres ? Mais c'est très, très difficile de trouver un enfant qui connaît 10 espèces d'arbres. C'est encore plus difficile de trouver un enfant ou un adulte, hein, qu'on amène dans la rue et puis à qui on demande tiens, est-ce que vous pouvez me nommer ces quelques espèces d'arbres ? Et ce n'est pas possible. Et cette méconnaissance de la nature, elle commence par des choses très très simples. Ici, c'est quelque chose que vous avez certainement constaté aussi. Donc il y a un arrachage du lierre qui pousse sur un platane, comme si le lierre était néfaste au platane. Alors que, comme le disait Jean-François, ce qui rend service à une maison pour tamponner la température d'une maison, rend aussi service à un arbre, bien sûr, pour tamponner l'insolation que cet arbre peut subir en été du fait d'un très grand ensoleillement. Et là, le lierre fait un manchon sur l'arbre qui lui permet de mieux vivre. Bon, en plus de très très nombreux services qu'il peut rendre à l'arbre. Hein. Ah, il y a 2 photos qui ne sont pas sorties. Bon. Voilà, ce sont des projets, des aménagements super récents dans différentes villes et villages. On continue à considérer les arbres comme des objets. Des arbres à qui on va préserver la portion vraiment congrue, la plus minimale possible de terre pour ne pas gêner ce qu'on va garder pour du cheminement piétonnier, pour du parking, etc. etc. Bon, il y a des choses un petit peu extrêmes. Hein. Ici, pour un accès PMR, en bas à gauche, donc à la fac de médecine, un tilleul a été bitumé au ras de son écorce. L'année dernière. Enfin, pas l'année dernière, c'était ça. Maintenant, ça passe un peu vite, c'était avant le Covid. Bon. Et du coup, voilà, il y a 3-4 ans, ça a été bitumé. On a sur des projets de réfection de sol, etc., de réfection de voirie, vous voyez, on entoure, alors on a quand même quelques progrès, hein, on entoure le tronc des arbres pour pas que les engins de chantier touchent le tronc de ces arbres, et on méconnaît complètement le fait que les racines d'un arbre sont plus importantes quasiment que sa partie végétative. Et donc, quand on respecte la partie émergée d'un arbre, il faut aussi respecter la partie immergée de l'arbre. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre, si on veut avoir une survie des arbres urbains sur le très long terme, de pratiquer ce genre de choses. Et alors, je ne sais pas si Stéphane a fait l'expérience, mais sur la commune de Toulouse, nous, on a fait l'expérience il y a plus de 20 ans. On a, avec un groupe de 2 amis, on a mesuré l'espérance de vie de toutes les nouvelles plantations d'arbres. L'espérance de vie d'un arbre planté actuellement en ville, elle est de 20 ans. Voilà, donc on plante un arbre pour 20 ans.
Alors qu'il y a un siècle, quand on plantait, un siècle ou un petit peu avant, on va dire, quand on plantait un arbre, on faisait en sorte que l'arbre puisse vivre toute une vie qui pouvait être de plusieurs centaines d'années éventuellement, mais en tout cas beaucoup plus que 20 ans. Et la question qu'on pose aujourd'hui, c'est est-ce que ça vaut encore le coup de planter des arbres en ville si c'est pour leur laisser une espérance de vie de 20 ans, alors qu'on est face à un être vivant qui peut vivre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années, et qui peut rendre ses services tout au long de cette vie. De la même façon, avec des problèmes bon, c'est un petit peu focalisé sur l'arbre là, les problèmes de survie de ces arbres sont aussi très liés à des phénomènes de taille qui se sont amplifiés ces dernières années. Et on continue à tailler des arbres pour des raisons de sécurité. Donc ici, c'est un très vieux micocoulier qui est mort depuis, qui a été taillé parce que sa ramure trop importante, alors gênée par son ombrage, certains commerces, et gêné aussi par le nombre de branches qui tombaient à la faveur de coups de vent, bon, peut-être des services, peut-être des particuliers, etc. Du coup, quand on taille comme ça un arbre régulièrement, on handicape aussi sa survie, puisque un arbre, il n'a pas, dans son plan de vie, il ne prend pas en considération des tailles aussi violentes, qui sont des tailles qui vont mettre à nu ces tissus et qui vont rendre accessibles aux pathogènes, notamment aux champignons, les tissus intimes de l'arbre, qui vont bien sûr handicaper sa survie. Et de fait, cet arbre, au bout de quelques années après avoir commencé à être taillé sévèrement, il a fini par dépérir de l'infestation par un champignon, alors que c'est un arbre qui naturellement est très résistant, c'est du micocoulier. En fait, en faisant ce genre de pratique, on a... Voilà. Dans la connaissance pédagogique qu'on partage sur les plantes, on essaie aussi de montrer que la végétation, elle a un port naturel et que le taupière, l'art de tailler, les jardins à la française, c'est quelque chose qui est plus du tout adapté à notre époque et à la façon dont on doit regarder le vivant. Regarder le vivant, aujourd'hui, c'est voir comment une plante peut pousser librement, peut s'exprimer librement. Tailler encore des végétaux, donc des chênes verts, ici, avec cette forme-là, c'est aussi montrer à des enfants qu'un chêne vert, il pousse en forme de cube. Et ce n'est pas le cas. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut pas, on va avoir du mal à changer de discours et à changer notre regard sur le vivant si on continue à pratiquer ce genre de choses. Alors, la compréhension de cette taille, elle se fait bien sûr parce qu'il y a une habitude. Et puis il y a aussi le fait d'avoir le moins d'ombrage ou de perte de visibilité possible. Alors ça, je peux le dire, c'est à Albi, si vous connaissez la cathédrale d'Albi, c'est sur le parterre de la cathédrale d'Albi. Et donc le but, c'est de dégager la visibilité sur la cathédrale, quel que soit l'endroit où vous êtes sur la place. Mais plutôt que de mettre des chênes verts, autant mettre des petites plantes. Autant planter des grenadiers qui ne gêneront pas le visuel et puis qui n'auront pas l'envergure d'un chêne vert. Un chêne vert adulte, c'est un arbre qui peut couvrir presque 300 mètres carrés au sol, voilà, qui est quelque chose de très très grand. Et là, c'est un peu dommage. La grosse méconnaissance qu'on a aussi de la nature tient à ce que les végétaux ont une très grande capacité à résister à leur environnement. Alors à résister bien sûr à des températures extrêmes, à un manque de pluviosité, à du vandalisme divers et variés, de l'arrachage, etc. Et résister aussi à des infestations de pathogènes. On coupe encore trop souvent des arbres dès qu'on voit un champignon apparaître sur le tronc. Et ici par exemple c'est un micocoulier qui a été abattu. Et si on regarde bien, l'infestation, elle a été circonscrite par le micocoulier lui-même. C'est-à-dire que toute la partie noire, c'est une partie qui a été infestée par le champignon. Et toute la partie qui est limitée, vous voyez une frontière très très nette entre la partie saine, blanche, qui est la partie dans un arbre qui conduit les sèves, donc la partie essentielle. Tout le bois à l'intérieur, c'est du bois mort, donc qui peut être amené à se faire détruire. L'arbre peut être creux, avoir une résistance mécanique tout aussi importante que s'il était plein comme ça. Et donc cet arbre, il a été abattu en quelque sorte de manière préventive. Mais il faut aussi pouvoir le tolérer. En général, le respect de la biodiversité, ça rime rarement avec la sécurité. Et bon, ça c'est un débat qu'on pourra avoir. Pour les collectivités, c'est très compliqué de gérer les deux. Voilà, alors ça aussi, de la même façon, bon, moi je milite un petit peu pour un réensauvagement de la ville. Alors quand je dis réensauvagement, ça ne veut pas dire que nos villes croulent sous les lianes, que dans nos intérieurs il y ait des blattes, des araignées, etc. etc. C'est-à-dire c'est un peu plus écouter ce que la nature peut nous proposer dans sa production et dans sa faculté à reconquérir des espaces qu'on va y laisser. Ici, c'est au bord du périphérique.
toulousain. Donc au bord du périphérique toulousain, il a été choisi de planter des espèces méditerranéennes. Seulement les espèces méditerranéennes, elles ne sont pas vraiment adaptées encore. Vous voyez, on veut aller un petit peu plus vite que la musique. Et ces espèces méditerranéennes, ce qu'elles apprécient, elles, ce sont des sols nus. Parce que très vite, sur des sols où on voit pousser, comme dans l'ambiance toulousaine ou à Genèse, des graminées, des lianes, etc., c'est quelque chose qui n'arrive pas dans les garrigues ou dans le maquis. Et des plantes comme les arbousiers, comme les myrtes, comme les phillyrea, etc., ce sont des plantes, si vous n'empêchez pas la nature de pousser en dessous, elles vont être étouffées par cette nature et puis elles vont dépérir. Du coup, on en arrive à des mesures qui sont complètement contre-productives, où il faut entretenir quand même une nature qui va être adaptée, ou qui est adaptée bien sûr aux chaleurs et aux températures douces, mais qui n'est pas adaptée à une compétition sur des espaces qui sont des espaces pionniers. Ces espaces pionniers, ce sont les espaces nus, en friche, qui vont être reconquis très très vite par une nature spontanée, indigène, et qui vont avoir du mal à accepter des végétaux qui ont des croissances très lentes, comme les arbousiers, et qu'il va falloir aider. Alors qu'est-ce qu'on fait? On remet du plastique, on rebâche avec du plastique. Et alors qu'on dit qu'il faut éviter ces bâchages plastiques parce que ça fait des particules, vous avez tous entendu parler des microparticules de plastique, etc., on continue à faire ce genre de choses, alors qu'on sait que ce n'est pas terrible. Et on continue à créer du temps d'entretien qui est phénoménal sur ce genre de choses, parce qu'il y a du temps de désherbage aussi là-dessus. L'autre regard qu'on a, et qui est l'autre volet de l'éducation qu'on fait au vivant, c'est que le vivant, même quand il est sauvage, quand il n'est pas jardiné, il est respectable et il faut y faire attention. Et on a encore trop souvent ces espaces, c'est ma diapo d'introduction, ces espaces qui sont des délaissés, ce qu'appelle Gilles Clément le tiers-paysage par exemple, ces espaces délaissés qui sont magnifiques, qui regorgent de vie et où vous voyez la nature revient toute seule et pourtant qu'on considère comme des dépotoirs. Et ça choque personne. Donc c'est urbanisé, il y a des trottoirs, il y a un parking, etc. Il y a une grande surface, bon, vous voyez, c'est bien marqué. Ça choque finalement personne de voir ce genre de choses, d'une pollution d'une pièce d'eau où peuvent vivre des tritons, des grenouilles, éventuellement des petits poissons, pas mal d'insectes, etc. Et c'est bien dommage parce que ce regard, ça aussi c'est de l'éducation. Et on est tous responsables de cet état de fait. Ce n'est pas que la grande surface qui est responsable de ça. On n'a pas encore le réflexe d'être tous et de participer tous à l'entretien de nos villes. On passe encore trop souvent, moi compris bien sûr, à côté de déchets qu'on pourrait très simplement ramasser et puis mettre à la poubelle ou faire intervenir les services municipaux. L'autre volet, j'espère qu'il n'y a personne de la dépêche ici. L'autre volet pédagogique sur lequel on travaille beaucoup, c'est la méconnaissance médiatique de la nature sauvage. Alors cet été, à Toulouse et au Jardin des Plantes, il y a des goélands qui sont venus manger des canetons. Ouais, des canetons de canard colvert. Et des parents ont porté plainte que les enfants voyaient des goélands en train de tuer des canetons. Du coup, c'est remonté aux élus, c'est remonté, donc du coup, ça nous est redescendu après au muséum. Faites quelque chose, et qu'est-ce qu'on peut faire contre les goélands? Et donc nous, le discours qu'on a dit, mais le goéland, c'est une espèce sauvage qui vit en ville, c'est un prédateur, et il mange ce qui est disponible. Et pour lui, c'est plus facile de manger des canetons que d'aller courir après des éperviers ou des pigeons. Donc il vient manger des canetons. Et ce qui a été, alors malheureusement, le relais qui en a été fait, donc du coup, il y a eu une sorte de non-réponse de la mairie, même si on a fait une réponse pédagogique. Donc on a, au muséum, on a fait un panneau qui expliquait le cycle du vivant, qu'il y avait des plantes qui poussaient, qui nourrissaient des écureuils, que ces écureuils, ils avaient des jeunes, que quelquefois les jeunes, ils étaient prédatés, etc. On a fait tout ça, on a fait un panneau, on a posé un panneau, mais ça n'a pas suffi. Il y a eu encore des plaintes de parents, parce que les goélands, ils avaient pris l'habitude de manger des canetons et de s'attaquer même aux canards colverts, qui sont semi-domestiques dans le Jardin des Plantes. Du coup, il y a eu des articles dans la dépêche. Et donc un article, Toulouse, ces goélands tueurs du Jardin des Plantes. C'est extraordinaire comme titre. C'est extraordinaire parce que ces goélands tueurs, c'est un petit peu comme si on assimilait des Toulousains qui mangent de la viande à des humains tueurs, quoi. Voilà. Alors qu'on a une espèce sauvage qui ne fait que se nourrir d'espèces qui sont aussi sauvages. Et qui rendent d'ailleurs des services parce que les goélands vont limiter aussi en ville, à Toulouse par exemple, les populations de pigeons, les populations d'autres oiseaux qui peuvent gêner ou pour différentes causes. Donc le muséum et les personnes qui ont des connaissances naturalistes ont un rôle très très important dans la réaction par rapport à ce type d'article pour
pas les démonter, mais faire de la pédagogie. Voilà, faire de la pédagogie, il faudra toujours faire de la pédagogie à ce sujet-là. Alors le respect de la nature, il est possible. Il est possible, mais il est rarement fait ici. En général, il faut prendre des exemples ailleurs, dans d'autres régions du monde. Vous voyez ici, c'est quelqu'un qui s'est construit des terrasses et puis moi, j'ai jamais vu ça ailleurs quand même. Bon, c'est un phénomène un peu unique. Alors c'est possible parce que les palmiers, ils n'ont pas de croissance en épaisseur. Donc là, ils ne vont pas défoncer la terrasse. Mais il y a quand même eu un respect qui est assez phénoménal de l'architecte ou de la personne qui a la villa pour garder ces palmiers de Californie en tant que paysage. Bon, on voit quand même qu'avec la flèche que prennent les palmiers quand il y a du vent, qui défonce un petit peu la terrasse, ils se sont fait un petit peu leur trou, mais bon, c'est quand même assez intéressant dans le respect du vivant. Et donc dans le fait d'adapter un bâtiment à ce qui est présent en termes de nature sur place, plutôt que d'adapter la nature à la construction d'un bâtiment. Dans d'autres régions du monde aussi, on sacralise les végétaux. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Asie du Sud-Est, dans les régions qui ont comme religion le bouddhisme, certains arbres sont sacrés, les figuiers, et que ces figuiers, ils sont respectés jusqu'au fait de prendre le pas sur tout le reste. C'est-à-dire qu'un figuier qui pousse même sur une façade de maison, sur une infrastructure, est tout de suite vénéré, sacralisé. On va y faire un autel parce que c'est une manifestation superbe de l'intemporalité de la nature et de l'exubérance de la nature. Parce qu'on est dans une nature qui s'invite dans des endroits où, a priori, on n'a pas créé les conditions pour qu'elle soit là, et pourtant elle est là. Il y a eu ça aussi en France. Ça fait très longtemps qu'on ne respecte plus, malheureusement qu'on ne sacralise plus les végétaux. Mais ici, vous avez une image, une carte postale qui a été prise d'un figuier qui était à Roscoff. Donc Roscoff, le grand figuier, c'est un figuier qui a été planté en 1681. Donc la date de plantation est connue parce qu'il était planté près d'une église. Et qui a été abattu en 1986 pour la réalisation d'un lotissement. Donc en 1986, on peut estimer qu'il n'y avait pas encore cette connaissance réelle. Mais vous voyez les habitants, donc c'est un figuier qui couvrait 600 mètres carrés. Donc 600 mètres carrés, c'est 60 mètres par 10 mètres. C'est énorme. Et dont les habitants avaient soutenu les branches parce que ce figuier fournissait chaque année plusieurs dizaines de kilos de figues et notamment, il nourrissait aussi les brebis, puisqu'en été, quand il y avait peut-être plus trop de foin ou plus trop d'herbe, on donnait les branches du figuier à manger aux brebis. Voilà, il y a plein d'histoires, vous pouvez le regarder sur Internet, ça, il a beaucoup d'histoires, ce figuier. Alors, la nature sauvage, qu'est-ce que c'est? La nature sauvage, c'est vraiment la nature sauvage. Donc, c'est une nature qui n'est pas plantée, donc qui vient s'adapter à nos constructions. J'ai pris quelques exemples ici. Alors, animaux, donc vous avez un couple d'hirondelles. Alors, ce n'est pas un nid d'hirondelles, c'est un couple d'hirondelles rustiques qui ont squatté un nid de rouge-queue pendant toute une saison au-dessus de caméras de vidéosurveillance. Donc, le rouge-queue avait fait son nid certainement grâce à la chaleur dégagée par les caméras de vidéosurveillance. Ce n'est pas anodin. En bas à gauche, vous avez une fourmilière qui s'est installée dans un parc-mètre. Donc ça, c'est la vitre d'un parc-mètre, vous savez, où il faut saisir le numéro de plaque du véhicule. Et la fourmilière est restée une année complète à l'intérieur, sans aucune possibilité pour les agents de la voirie de les enlever, parce que la vitre est indémontable. Il fallait casser la vitre elle était collée par l'intérieur, donc il fallait enlever tout le panneau, etc. Et donc la fourmilière a vécu tout un an comme ça à l'intérieur, à l'abri de tout prélèvement. Alors pour une fourmilière, c'est génial parce que là, il n'y a aucun oiseau qui peut venir les embêter. Et en plus, elle bénéficie de la chaleur de l'écran. Et puis sur le côté droit, vous avez deux espèces de plantes qui sont bien sûr sauvages en ville. Alors la petite campanule que vous avez en haut qui s'est invitée sous un mobilier urbain, qui est pour empêcher, vous connaissez ce type de mobilier, pour empêcher les voitures de se garer sur les trottoirs. Et en bas à droite, c'est une orchidée, une ophrys. Alors souvent, on a l'impression que la nature en ville, c'est une nature qui est banale, commune. C'est vrai. C'est pas pour ça qu'elle est moins intéressante d'ailleurs, mais il y a aussi une nature quelquefois assez exceptionnelle, assez rare, qui vient s'implanter en milieu urbain. Et on a une très très grande méconnaissance de cette nature, qui fait que peu de personnes savent, par exemple, que sur une commune comme Toulouse, il y a 880 espèces de plantes sauvages qui poussent sur la commune de Toulouse, qui est une commune qui est très urbanisée, même si elle présente, comme partout ailleurs, des espaces, on va dire, en friche un petit peu exceptionnels, et puis des bords de rivières, de fleuves, qui sont encore assez importants.
Voilà, toujours quelques exemples. Alors on peut avoir des champignons sur les trottoirs. Vous voyez, vous avez un coprin en haut à gauche. On peut avoir des sauterelles ici. Alors pareil, quand on communique sur les sauterelles, quand vous voyez une sauterelle comme ça, personne n'ose la prendre dans la main ou tout le monde en a peur parce qu'elle a un dard derrière. En fait, ce dard, c'est une tarière qui lui permet, c'est une femelle qui lui permet de pondre sous terre. C'est pas du tout vulnérant, c'est pas blessant. On peut très bien la prendre dans la main, même si on risque de se faire pincer par ses mandibules. Et donc, la pédagogie est très très importante pour la connaissance du vivant. En bas à droite, vous avez une ruche sauvage. Donc, ça se voit pas très très bien là, mais ce sont des rayons d'abeilles sauvages. Et puis en bas à gauche, vous avez une tarente de Mauritanie. Je ne sais pas s'il y en a dans la région. C'est un petit gecko méditerranéen qui s'implante de plus en plus à Toulouse et qui vient dans nos intérieurs. C'est un gecko qui apprécie la chaleur de nos intérieurs, qui n'est pas du tout nocif, bien sûr, et qui au contraire va rendre pas mal de service parce qu'il va manger pas mal d'insectes. Alors, les espaces de friche, ça peut être des espaces qui sont très très beaux, des espaces qui, voilà un délaissé entre deux routes du périphérique. Donc il y a une ancienne plantation qui est un pin pignon, qui est aujourd'hui bien développé, et puis toute une végétation qui s'est développée de manière spontanée. On va avoir du genêt d'Espagne, de la baie de Goji, donc du lissier. On a aussi une aubépine qui s'est installée, pas mal de choses, et donc on a un réservoir de vie qui est phénoménal sur un petit espace, un réservoir de vie pour la biodiversité et un réservoir de service pour nous, en termes de température, en termes d'évapotranspiration, en termes de fixation des poussières atmosphériques, etc. La nature sauvage en ville, elle va se loger un petit peu partout. On l'appelle la flore des interstices, des fissures. À partir du moment où vous avez un défaut du trottoir, un défaut du caniveau, de la toiture ou du mur, vous allez avoir des espèces végétales qui vont s'implanter. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette nature, elle a besoin de quasiment rien. À partir du moment où elle a de la lumière, de l'accès à l'eau et la possibilité de s'ancrer sur un substrat, ça peut être un substrat complètement inerte, cette nature elle vient s'inviter et elle se développe. Et ici, sur un espace qui n'est pas du tout gênant pour du piétonnement, pour garer une voiture, etc., pour la présence de chiens aussi de compagnie, vous voyez une tache d'urine de chien, une auréole d'urine de chien, on a une plante qui rend des services en termes de biodiversité, en termes d'infiltration profonde de l'eau, en termes de transpiration, et qui ne nuit à rien. Il n'y a pas de nuisance. Avant, ce genre de plantes, on les désherbait. Aujourd'hui, effectivement, depuis l'abandon des produits phytosanitaires, il y a un mieux, mais il y a encore cette habitude de désherber ce genre de plantes, à la binette, bien sûr, avec des méthodes beaucoup plus respectables, en tout cas pour la santé, mais il n'y a pas d'utilité à désherber ce genre de plantes. De la même façon, il n'y a pas d'utilité à nettoyer un mur où on va pousser le nombril de Vénus. Donc avant, c'était un pissenlit. Ici, c'est une plante qui s'appelle le nombril de Vénus. C'est une plante annuelle qui fait des racines grêles, qui ne va pas du tout déjointer les briques, les pierres, et qui va effectivement s'imbriquer dans le mortier qui est entre les briques, mais pas de manière à fissurer le mortier. Voilà. Et dans une utilisation, on va dire, dans une rénovation de maison, dans un temps de rénovation de maison, de mortier, de nettoyage, qui est le même que si elle n'était pas présente. Ce n'est pas sa présence qui va accélérer le vieillissement du bâtiment. Pour ce type de plante-là, bien sûr, si on avait un figuier ici, ce ne serait pas la même chose. Mais pour ce type de plante annuelle avec des racines grêles, alors que là, elle va rendre aussi beaucoup de services en termes de biodiversité, par exemple. Voilà, effectivement, ici, vous avez un figuier qui pousse. Et donc le figuier qui pousse, alors souvent quand on dit, c'est vrai, alors tout à l'heure je vous ai montré des arbres qui vivaient dans un espace congru, et en fait les arbres ont la capacité de vivre dans des espèces, en tout cas certaines espèces d'arbres, ont la capacité de vivre avec quasiment rien. À partir du moment où ils ont trouvé, ce que je vous disais, de l'eau, du dioxyde de carbone, de la lumière, et une possibilité d'ancrage. Donc les figuiers, pour ça c'est des spécialistes, ils arrivent à s'accrocher dans des endroits assez improbables. Voilà, et puis alors dans les aménagements urbains, il faut écouter un petit peu plus ce que nous dit la nature sauvage. Et trop souvent encore, on utilise une palette végétale qui n'est pas la palette végétale adaptée à nos villes. Parce qu'on essaie, déjà il faut avoir une disponibilité de la végétation dans des pépinières quand on achète de la végétation, mais il faut aussi encourager le déplacement ou le prélèvement d'espèces sauvages, donc d'espèces qui se sont plantées toutes seules et qui sont parfaitement adaptées à nos villes. En haut à droite, vous avez un albizia,
en bas à droite un frêne, là un robinier faux acacia, et puis un figuier qui sort une bouche d'égout. Voilà 4 espèces parfaitement adaptées au milieu urbain. Ce sont des espèces, qu'elles soient indigènes ou exotiques, qu'il faut vulgariser dans nos villes, parce qu'elles sont adaptées à avoir peu d'espace, elles résistent à du piétinement, à de l'arrachage, elles vont résister à des ensoleillements extrêmes, à des températures phénoménales. Donc tout à l'heure, hier je disais avec Nathalie, nous il y a 2 ans avec un ami, on s'est amusé à mesurer la température sur les trottoirs en ville. On est arrivé quand même à une température de 68 degrés un 17 août à 17 heures. 68 degrés sur le trottoir, sur le bitume. Vous avez des espèces végétales qui vivent sur ce bitume et qui résistent à cette température-là. Voilà d'autres espèces que peut-être vous connaissez, vous avez l'habitude de voir sur les trottoirs. Donc des espèces exotiques comme le Paulownia, qui est un très très bel arbre en haut à gauche. En haut à droite, vous avez un mûrier, ce qu'on appelle le mûrier platane. En bas, un micocoulier. Alors, le micocoulier, c'est un arbre qui a promis un bel avenir. Alors, par contre, c'est un bel arbre, c'est un grand arbre. Mais en ville, il est bien adapté au milieu urbain. Et en plus, il fournit des fruits qui sont comestibles, qui sont très bons. Plus d'autres avantages. Et puis, en bas à gauche, un arbre qui a une très mauvaise image, qui est délaissé, qui est le peuplier noir, et qui lui aussi est promis un bel avenir en ville, parce que par son enracinement profond, et puis sa capacité à résister à des grandes températures, à de l'arrachage, etc., il est bien adapté au milieu urbain. Bon, on pourra en discuter de ça. Alors bien sûr, chaque région a sa spécificité, c'est-à-dire que les arbres qui sont sauvages et qui sont valables pour une région ne sont pas les mêmes que ceux qui sont valables pour une autre région, même si on s'aperçoit que quel que soit l'endroit où on est sur le territoire français, on va avoir dans les mêmes caractéristiques urbaines, de température douce, d'été chaud, etc. Et donc un cortège d'arbres qui sont un petit peu les mêmes. Bien sûr, quand on descend dans le sud de la France, en milieu méditerranéen, on a des arbres qui sont encore plus méditerranéens que les méditerranéens. Et notamment avec la mode de plantation des palmiers, sur toute la Côte d'Azur et en Corse, on a maintenant des palmiers qui se ressèment de manière spontanée. Donc ici, vous avez 2 espèces de palmiers qui se ressèment. Donc ça, c'est à Ajaccio, par exemple, en Corse. Vous avez à droite le palmier des Canaries et à gauche le palmier de Californie. Donc 2 espèces très très bien adaptées à la chaleur, à la température et au manque d'eau qui vont ici résister et se ressemer sans problème. Donc des espèces aussi qu'il faut aussi vulgariser. Ah mais c'est dommage, je ne sais pas pourquoi... Une photo qui n'est pas passée. Bon. Ouais, tu la vois à l'écran, la photo? Ok, bon, ben, c'est pas grave. Alors ça, c'est pour vous montrer l'illustration de plantations qui ont été faites. Bon, il y a une photo qui n'est pas passée, c'est pas grave. L'illustration d'une plantation, d'une espèce qui a été effectuée il y a une dizaine d'années. Et en comparaison, je vais vous montrer un arbre qui a poussé de manière sauvage sur le trottoir, qui avait 2 ans de croissance. Et en 2 ans de croissance, un arbre qui a poussé de manière sauvage sur le trottoir, il a la même envergure que cette espèce, donc un noisetier de Byzance qui a 10 ans et qui en fait avec les températures de ces 2 dernières années est en train de dépérir. Donc ça c'est une plantation de 10 ans d'un arbre, un noisetier de Byzance, qui peut vivre aussi plusieurs centaines d'années, prendre une grande envergure, mais qui ne rend plus aucun service par rapport à ce qui avait été convenu avec lui dès le départ. Bon, Stéphane pourra en parler. La problématique des plantations, c'est que malheureusement, souvent, elles ne sont pas faites dans des bonnes conditions. Les choix d'espèces ne sont pas souvent les plus pertinents. Et les périodes de plantation ne sont souvent pas les bonnes périodes de plantation. Voilà. Bon, il y avait quelqu'un qui caricaturait beaucoup le monde du paysage urbain et qui disait... sans mauvaise pensée, quand on fait du paysage urbain, ça veut dire on plante n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand et n'importe où. Voilà, c'est une caricature, bien sûr, ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Mais quand on voit ce genre de plantations qui sont vouées à l'échec dès le départ, parce qu'ils ne prennent pas en considération beaucoup de choses qui sont liées au milieu urbain, alors qu'on pourrait écouter un petit peu ce que dit la nature. Et alors écouter un petit peu ce que dit la nature, ça veut dire aussi faire des choses très très simples. À cet endroit-là, plutôt que de planter un arbre, on aurait très bien pu attendre, le laisser en terre, nu, et attendre qu'un arbre vienne tout seul. Parce qu'un arbre serait venu tout seul. Des oiseaux, le vent, nos déplacements amènent des graines. Et dans ces graines, certaines vont germer, et celles qui vont germer sont celles d'espèces qui sont le plus adaptées à être sur place. Et ensuite, il suffit de sélectionner la plantule la plus vigoureuse et de la laisser s'exprimer, se développer. Voilà, ici par exemple, sur une toiture, on a un sureau noir. Le sureau noir, c'est un arbuste
qui peut avoir un développement assez important, qui a une très grande longévité et qui est super bien adapté à nos villes, mais qui n'est jamais utilisé ou quasiment jamais utilisé pour des plantations urbaines. C'est un arbre notamment qui va tolérer des taux très très élevés d'azote, de nitrate. Et en ville, avec les déjections canines par exemple, souvent sur les trottoirs ou dans les espaces d'arbres d'alignement, on a des taux trop élevés d'azote qui vont griller les feuilles d'urée, d'ammoniac, qui vont griller les feuilles des arbres. Et le sureau noir, lui, il va résister à tout, en plus de résister très très bien à la sécheresse. Vous voyez ici, ça c'est pris il n'y a pas longtemps là, donc il a passé quand même un été à Toulouse où il n'a pas plu pendant presque 4 mois. Alors, il a trouvé de l'eau quelque part, mais... Oui. Alors je sais, Ouais, c'est passionnant, mais on a beaucoup d'autres. Oui, pardon. Si tu peux conclure en quelques minutes. Oui. Peut-être en résumé, même comment réensauvager, finalement, il faut laisser la nature faire, c'est ça, c'est le conseil qu'on pourrait donner pour les collectivités et particuliers aussi, que ce soit chez nous ou même dans la rue. Il faut laisser la nature, mais s'il y a une autre diapositive évidemment parlante. Oui, alors il faut laisser la nature faire, et puis alors pour les collectivités en particulier, il faut aussi impliquer les habitants, les riverains, dans le fait de revégétaliser et réensauvager les villes. Alors ce sont des opérations qui sont de plus en plus vulgarisées, qui sont de plus en plus acceptées, mais par exemple il faut inviter les riverains à fleurir leurs pieds de mur. À Toulouse, il y a une opération qui s'appelle Des fleurs sur mon mur. Voilà, vous avez le petit autocollant, Des fleurs sur mon mur. Alors ça, c'est moi qui l'ai posé à côté d'une plante sauvage, mais cette opération, elle vise à permettre aux habitants de débitumer une part, alors c'est la mairie qui le fait, de débitumer une partie du trottoir et de planter des espèces, notamment de lianes, ce que tu disais sur la vigne vierge, de planter des espèces de lianes pour pouvoir tamponner la température des façades. Ça veut dire que les habitants se portent candidats et la mairie après les aide à planter ces plantes sauvages. C'est ça. Il y a 3 agents qui sont chargés de la revégétalisation citoyenne, qui sont chargés de collecter les demandes d'habitants pour revégétaliser. Ici, vous avez un exemple d'une liane qui a été plantée au cours de cette opération. En bas à droite aussi, vous avez exactement la même chose. Donc, un bout de trottoir qui a été débitumé pour pouvoir planter des choses. Et puis en haut à droite, vous avez aussi la possibilité, quelque chose qui est très peu utilisé sous nos latitudes, mais beaucoup plus dans les régions tropicales, la possibilité de sortir des fleurs, des plantes en pot sur nos parterres. La possibilité aussi, quand des collectifs se montent dans les quartiers, de demander à la municipalité de débitumer des places de parking. C'est ce qui a été fait ici. Donc dans une rue, c'est un collectif d'habitants qui a demandé à la municipalité de débitumer, je crois, 3 places de parking pour faire un petit jardin. Voilà, alors ça vient des habitants. Aujourd'hui, on ne peut pas faire porter la responsabilité du réchauffement urbain, de la perte de biodiversité, la perte de cadre de vie, uniquement sur les collectivités, sur les élus. Il faut aussi que les citoyens s'impliquent et il faut favoriser, c'est important, l'implication des citoyens, y compris par rapport à l'intervention que va faire Stéphane, je pense que c'est important, y compris dans l'entretien de ces espèces. Parce que bien sûr, il n'est pas question de laisser une friche sur un endroit qui doit faire appel à de la mobilité piétonne, de la mobilité de personnes qui sont en difficulté, etc. Mais le fait de responsabiliser les habitants aussi sur cet entretien-là, ça décharge à la municipalité et ça permet aussi de valoriser des espaces qui sont souvent peu valorisés. Voilà, bon, j'ai fini, je pense. Ça peut aller jusqu'à recréer des jardins potagers. Donc ça, c'est au Mirail, à Toulouse. Donc c'est une barre de bâtiment qui a été détruite. Et plutôt que de reconstruire un bâtiment, à la demande des habitants, il y a eu des jardins qui ont été faits aujourd'hui qui sont magnifiques, qui sont à la fois des réservoirs de biodiversité, esthétiques, et propres à rafraîchir l'atmosphère. Je voulais juste un petit mot. Alors, quelque chose, voilà, et je finirai là-dessus, Mathieu. Quelque chose qui est aussi important. Tout à l'heure, on a parlé d'énergie, notamment d'énergie solaire. La seule vraie énergie renouvelable, c'est le bois. C'est la seule énergie renouvelable. C'est une énergie qui est indéfinie. D'ailleurs, toute notre énergie est tirée, pétrole est tiré du bois aujourd'hui, de la fossilisation de végétaux. Mais le bois, c'est une ressource d'avenir, contrairement à ce qu'on pourrait croire, que ce soit pour se chauffer, comme matériau, et puis comme aussi producteur de fruits, de feuillage, etc. Aujourd'hui, je pense que le défi qui va attendre nos villes, nos villages, c'est de recréer des ceintures forestières, des ceintures boisées autour des villes, des ceintures boisées qui rendront tous les services dont on parle.
C'est-à-dire que ces ceintures boisées, c'est de la biodiversité, comme ici, c'est un bois qui est en libre évolution. Ces ceintures boisées, elles peuvent être aussi dues au milieu agricole, notamment en privilégiant l'arboriculture et notamment la production de fruits. Ça peut être aussi des zones qui vont être dévolues à du loisir, des zones qui vont être dévolues à la chasse, enfin à tous les types de loisirs. Donc il n'y a que des avantages à favoriser l'expansion des bois, l'expansion des forêts. Et il est très important que chaque commune, comme chaque commune doit pouvoir être en autarcie au niveau de ses produits agricoles, chaque commune devrait pouvoir être en autarcie aussi au niveau des produits ligneux, donc du bois qui est un bois énergie, un bois matériau et un bois de loisirs. Voilà. Et par exemple ici, c'est une photo aérienne de Toulouse, une photo satellite de Toulouse, où on voit que l'hyperurbanisation de Toulouse pourrait être compensée en rejoignant tous les massifs forestiers verts qu'on voit, qui forment une sorte de ceinture. On le voit bien sur la gauche. Tous ces bois qui sont fragmentés, aujourd'hui, il faudrait s'attacher à recréer une couverture végétale continue là-dessus. Voilà, bon, j'ai un autre diapo, mais c'est un peu long. Boris, je sais, non, mais c'était passionnant. Je suis malheureusement obligé de vous couper, Boris. Il y aura une partie de questions aussi. Alors, si quelqu'un a une question tout de suite, on peut la poser. On peut prendre 5 minutes pour y répondre. Sinon, il y aura aussi en fin de matinée un temps pour échanger. Pas de questions. Donc, on va enchaîner. Merci beaucoup, Boris. C'était passionnant.